Laissez-moi vous parler d'un sujet qui pique. Mais je ne peux pas dire le mot, sinon Big Brother va me censurer. Alors on va faire un rébut. C'est les premières lettres des mots visuels, auditifs et kinesthésiques. Et pour la fin du mot, c'est ce que les hommes aiment le plus regarder chez les femmes. La bonne réponse, c'est... Depuis le temps que j'annonce que nous sommes dans une guerre économique et énergétique, boum, là on arrive au cœur. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que plus personne ne se cache. Bon, vous êtes prêts? Parce que ça va piquer. Le défi est immense. Une campagne mondiale de vaccination pour près de 8 milliards d'êtres humains. Un casse-tête logistique auquel le secteur de l'aérien se prépare. Chez Air France, une task force a été mise en place depuis plusieurs semaines. Le défi majeur, maîtriser la chaîne du froid à l'aide de ces containers spéciaux. Température de conservation jusqu'à moins 80 degrés pour le vaccin annoncé par le laboratoire Pfizer. Ce gros porteur 777 peut emporter dans son immense soute jusqu'à 100 tonnes de fret. Mais sur toute la planète, ce sont 8000 avions comme celui-ci qui pourraient être nécessaires. Alors ça va être un grand défi sur le plan logistique, à la fois parce qu'il va y avoir des envois massifs. On saura effectivement où vont être produits les vaccins et vers où on les envoie un peu à la dernière minute. Donc ça sera également un grand challenge. Dans quelques semaines, ce sont donc des centaines de milliers de vaccins qui pourraient transiter sur la plateforme de Roissy. Une marchandise précieuse qui sera étroitement surveillée. Oui, vous avez bien entendu, un défi immense pour vacciner 8 milliards d'êtres humains. En gros, on ne vous demande pas votre avis, vous êtes in the box. Mais on est bien d'accord, nous ne sommes pas in the box. Mais la question c'est, pourquoi ça va fonctionner cette fois-ci ? Pourquoi la campagne de vaccination mondiale va voir le jour ? Eh bien tout d'abord, car c'est minutieusement bien préparé, et ça depuis longtemps. Alors que la pandémie n'existe plus depuis la fin mars, il y a eu la création d'une pandémie de peur, de confusion, de conditionnement mental à grande échelle. Quand on voit des gens marcher en étant seuls en bord de mer, sans aucune personne autour, avec un masque, il y a de quoi se poser la question suivante. De quoi ont-ils peur ? De contaminer quelqu'un ? Pas possible, il est tout seul. De se faire contaminer par quelqu'un ? Pas possible, il est tout seul. D'attraper le virus qui flotte dans l'air ? Ben non, il ne flotte pas le virus. Alors, que nous reste-t-il ? La peur de l'amende, du regard et du jugement des autres, ou alors tout simplement qu'ils ne savent même plus pourquoi ils portent le masque, car ils sont conditionnés à obéir. Et là, nous touchons le cœur de la magie mentale. Le conditionnement par la peur permet de faire n'importe quoi à n'importe qui. Alors qu'avons-nous ? Une économie à l'arrêt et à l'asphyxie, des personnes sans travail ou sans argent, des lois qui vont de plus en plus vers une dictature sans nom. Et je ne vais pas m'étaler sur la loi de sécurité globale qui donnerait aux forces de l'ordre toute autorité de faire tout et n'importe quoi sans être filmés. Bref, ils deviendraient des dieux parmi les dieux. Quand on voit déjà ce qu'ils font devant les caméras, on peut juste imaginer ce qu'ils feront sans caméra.
avons quoi ensuite? Eh bien, nous avons des personnes qui n'en peuvent plus, qui ne veulent que ça s'arrête, qui veulent que tout redevienne comme avant. Vous vous rappelez, en mars, je vous avais dit que rien ne sera plus jamais comme avant. Eh bien, pour le coup, j'aurais préféré me tromper. Mais c'est ça la vie aussi. C'est l'aventure, non? C'est la découverte. Donc, toutes ces personnes qui sont à l'agonie, agonie soigneusement préparée, car pour oser dire fermer les commerces non essentiels, il faut tout de même avoir des idées derrière la tête, non? Car pour arrêter une économie mondiale, pour un virus non mortel à grande échelle, il faut quand même avoir quelques idées derrière la tête aussi. Eh bien oui, il faut avoir de bonnes idées. Et c'est toute une machine qui s'emballe. Et 2021 sera l'année de tous les cadeaux. Vous n'aurez pas Noël, mais ne vous inquiétez pas, le Père Noël va arriver avec plein de belles choses pour l'année à venir. Alors les cadeaux, c'est lesquels? Tout d'abord, le grand reset dès janvier. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, vous n'allez qu'à aller regarder ici. La vaccination obligatoire. Oh merde, j'ai dit le mot interdit. Là, c'est sûr que ma cote complotiste va monter en flèche si je ne me fais pas censurer sur YouTube. Alors, comment ils vont s'y prendre? Et est-ce que le vaccin est vraiment efficace? Tout d'abord, en proposant des lois de vaccination obligatoires, mais aussi en recopiant exactement ce qui a lentement bien fonctionné depuis presque 1 an. Comme par exemple la médiatisation de masse et la censure systématique de tout propos hors pensée unique, et la punition par l'amende. Car le manque d'argent est une des sources, je dirais, des plus profondes de peur en 2020. Eh bien oui, aujourd'hui, on a plus peur de perdre de l'argent ou de le donner que de perdre sa liberté ou son choix de vie. Je dis ça, mais je dis rien. Mais ceux qui veulent méditer dessus, eh ben c'est le moment. Allez, faisons un tour du monde sur les lois pour la vaccination obligatoire. Tout d'abord, en Espagne. La communauté autonome de Galice, en Espagne, a présenté une nouvelle loi sanitaire visant à infliger une amende de 3 000 € à toute personne refusant de se faire vacciner lorsque le vaccin anti-Covid sera disponible. Entre 1 et 2 mois de salaire. De quoi dissuader, non? Ensuite, en Indonésie. En Indonésie, une amende de 5 millions de roupias, environ 300 €, pour tous ceux qui refuseront le vaccin. Vu que le coût de la vie est en moyenne 6 fois moins cher qu'en France, cela représenterait une amende de 1 800 € pour un Français. Pour la plupart des locaux, c'est à peu près 2 mois de salaire, et pour certains, c'est entre 3 et 5 mois de salaire. De quoi dissuader, non? En France, 2 sons de cloche et des sous-entendus. Le rôle d'un État stratège, dans une période d'incertitude, c'est aussi de se positionner sur des vaccins sur lesquels nous n'avons pas toutes les certitudes. La France, en plus de l'Union européenne, parce qu'a priori, il y a un accord de l'Union européenne qui va ensuite répartir des vaccins parmi l'Union. Les deux, très clairement. Je crois en la nation, je crois en la capacité de la France à se positionner derrière l'Union européenne, mais la France ne doit pas déléguer l'ensemble de son pouvoir national, notamment sur des questions aussi essentielles, à l'Union européenne. La France aux côtés de l'Europe. Est-ce qu'elle doit rendre obligatoire ce vaccin pour vous? S'il arrive. S'il arrive, et si nous avons une sécurité totale, puisque 90%, ça laisse 10% de marge qui ne sont pas acceptables en à terme, l'espèce, quand on aura un vaccin traitement général, je le pense, je le crois. En tous les cas, ça pose des questions éthiques assez fondamentales. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une période où on ne peut pas ne pas voir les privations de liberté considérables. Je veux bien qu'on n'ait pas ce débat, mais enfin tout de même, nous sommes dans une période où il y a un rouleau compresseur contre les libertés. Et donc, le vaccin sera la clé de sortie. Et dès lors, je pense que la vaccination obligatoire est évidemment une piste à envisager. Donc vous, c'est ce que vous dites aux patients quand ils vous demandent? Je leur dis bien sûr que non, vous êtes ni des cobayes, ni les jouets du gouvernement ou des puissances d'argent. Mais ça veut dire que pour vous, ce vaccin contre la Covid n'a aucune bien sûr que non, utilité. il ne faut pas vous faire vacciner. Ça veut dire que ce vaccin, pour vous, n'a aucune utilité? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut attendre de savoir s'il est efficace. Et pour le moment, vous n'avez les données que de l'industrie. Il n'y a pas de monitoring extérieur. Et donc, quand on vous dit 95% d'efficacité, en fait, vous n'en savez rien. Parce que moi, si je veux vendre ma sauce, je vais vous dire que c'est génial. Donc, pour le moment, il n'y a pas de peer reviewing réel. Et donc, vous ne savez pas si c'est efficace ou pas. Et l'autre chose, c'est que vous êtes sur une technologie vaccinale qui est extrêmement novatrice, qui est probablement très intéressante, mais dont on n'a aucun recul. Je vais vous dire un truc secret, c'est que l'ARN peut même se rétrotranscrire. Vous en avez parlé, c'est le rétrotransposon. Ça, on a 8% de notre génome qui est composé de ça, de virus rétrotranscrits. Et ça arrive chez les gens qui ont une rétrotranscriptase et une intégrase. Et c'est qui dans notre population? Chez les gens VIH.
ou porteurs d'HTLV1. Donc attention, on méfie pour ces gens-là. C'est-à-dire que potentiellement, ils pourraient intégrer du virus dans leur génome. Et de l'autre, Emmanuel Macron qui annonce qu'il ne la rendra pas obligatoire. Les premiers vaccins, sous réserve des résultats des essais cliniques, pourront être administrés dès la validation des autorités sanitaires compétentes. Un comité scientifique sera chargé du suivi de la vaccination. Un collectif de citoyens sera aussi mis en place pour associer plus largement la population. Et je tiens à ce que celle-ci se fasse dans un cadre totalement transparent. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Alors malgré qu'il annonce qu'il ne la rendra pas obligatoire, il annonce tout de même un plan massif de vaccination. Enfin, nous allons organiser une campagne de vaccination rapide et massive au plus près des personnes. La Haute Autorité de Santé présentera dès les jours à venir ses recommandations. Les autorités sanitaires, avec l'État, les collectivités locales, définiront les modalités pratiques du déploiement des vaccins, avec les hôpitaux, les maisons de retraite et l'ensemble des médecins de ville. En fait, on est, je dirais, dans la même dialectique qu'avec les masques, vous savez, la confusion. Et ce qui n'est pas obligatoire aujourd'hui ne veut pas dire qu'il ne le sera pas demain. Mais continuons pour bien comprendre les enjeux ici. Il est tout de même bon de savoir que la moitié des pays du monde optent pour une vaccination obligatoire. Cet article ici, de l'université de McGill, une des plus anciennes universités situées à Montréal et considérée comme une des plus prestigieuses, n'est que la reprise de la revue Vaccine issue de Sciences Directes, qui est une des revues des plus renommées en sciences physiques et génie, sciences de la vie, sciences sociales et humaines et recherches scientifiques, techniques et médicales. D'ailleurs, je vous invite expressément à aller voir leur site, vous y trouverez une tonne d'informations sans cesse mises à jour. Et donc, le 17 novembre 2020, dans le volume 38 et le numéro 49 de la revue Vaccine, ils sortent un article sur l'évaluation mondiale des politiques nationales de vaccination obligatoire et des conséquences du non-respect. Et ce PDF, vous pouvez le télécharger. Et si, comme moi, vous voulez vraiment en savoir plus, vous aurez alors toutes les études avec 12 études complètes en PDF faites par le département d'épidémiologistes de la santé publique, les biostatistiques et la biomédicale éthique. Tous les liens, comme d'habitude, se trouvent en bas de la description. Donc, cette étude, il faut savoir quand même qu'elle a été soutenue par le National Institute of Allergy and Infectious Diseases. En français, c'est l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Et ils ont évalué l'utilisation actuelle des politiques nationales de vaccination obligatoire et des sanctions en cas de non-conformité dans le monde. Il s'agit quand même de la première étape vers une évaluation globale de l'efficacité des politiques de vaccination obligatoire. Des mandats nationaux de vaccination fondés sur des sanctions ont été largement adoptés à l'échelle mondiale. La forte prévalence des sanctions éducatives et financières met en évidence les efforts internationaux pour prévenir et contrôler les flambées de maladies infectieuses. Et des recherches supplémentaires sont nécessaires d'ailleurs, bien sûr, pour identifier des éléments supplémentaires de ces politiques et de ces sanctions et évaluer si elles contribuent à une augmentation de taux de vaccination et de la confiance des vaccins. Les points forts à retenir, c'est quoi? C'est que plus de 100 pays ont une politique mondiale de vaccination obligatoire exigeant un ou plusieurs vaccins, ce qui représente quand même 54% du monde. Et là, en rouge, sur la carte des pays qui ont fourni une preuve évidente de mandat national pour la vaccination et où ils ont identifié qu'ils appliqueront au moins une amende spécifique. Et comme vous pouvez le voir, la France en fait partie. En orange, ceux où ils n'ont pas pu identifier de preuves d'amende spécifique de vaccination le jour de leur étude. Mais c'est bien pour cela que c'est en orange, car le doute persiste, comme ici en Indonésie, où nous sommes sur le point de passer de l'orange au rouge. En vert, les pays où ils n'ont aucune info supplémentaire à ce sujet. Et en gris, les pays qui n'ont aucun mandat national de vaccination. Parmi ceux-ci, 62 pays, donc 59%, imposent également une ou plusieurs sanctions aux personnes qui ne se conforment pas. Ici, les sanctions éducatives et financières sont les types de sanctions les plus courantes et la gravité varie d'un pays à l'autre.
La plupart des sanctions éducatives refusent l'inscription à l'école jusqu'à ce que les conditions de vaccination soient remplies. Ici, sur cette carte, on peut voir la répartition des politiques nationales de vaccination obligatoire dans le monde, classées selon que des preuves ont été obtenues que la politique inclut des sanctions pour non-conformité. La France, par exemple, est mise en verte, c'est-à-dire qu'ils ont des preuves que la politique inclut des sanctions inférieures ou égales à 1 000 $. Parmi ces pays, les sanctions éducatives sont les plus courantes, trouvées dans 69% des pays ayant au moins un type de sanction. 52% ont des sanctions pécuniaires, 19% des pénalités entraînant la perte de liberté et 2% une pénalité entraînant la perte des droits parentaux. Là maintenant, sur ce schéma, vous pouvez voir la répartition mondiale des types de sanctions dans les pays dotés de politiques nationales de vaccination obligatoire. Pour le A, ce sont les sanctions financières. Pour le B, les sanctions parentales. Pour le C, les sanctions éducatives. Pour le D, la peine de liberté. Là encore, pas de surprise. Dans le tableau, ici, le A, ici, l'Europe arrive en tête avec la plus grande réprimande ou la plus grande punition, la mauvaise image de nos anciens à l'école. Et ça, cette image, c'est vis-à-vis de l'argent. Quand on dit que les Français ont un problème avec l'argent, ce n'est pas totalement faux. Ensuite, en B, seuls certains pays d'Europe, 4%, appliquent des sanctions parentales vis-à-vis de la vaccination. Alors je vais juste me positionner. Pour moi, c'est juste une honte, et je n'en dirai pas plus. Ensuite, dans le tableau C, c'est les États-Unis qui arrivent en tête, avec 59% des États qui appliquent des sanctions liées à l'éducation. Et l'Europe, tout de même, avec 34% des pays. Et en D, les sanctions liées à la liberté, comme la prison par exemple. Et là, l'Afrique arrive en tête, et de 12% tout de même pour la France, pour des peines allant de moins de 6 mois à plus de 6 mois de prison. Est-ce que vous vous rendez compte, tout de même, des dispositions de mesures politiques de dictature prises pour la santé personnelle et individuelle? On parle juste d'un vaccin, pour un virus qui ne va pas tuer le monde entier. Alors je pense qu'il faut un petit peu de contextualisation. Effectivement, on est dans une situation épidémique où la létalité est très faible. On est à 0,5% de létalité, c'est-à-dire la mortalité chez les gens positifs. Ça veut dire qu'il y a 99,5% des gens qui survivent quand ils ont un test positif. Et si vous prenez la mortalité, c'est 99,95% des gens qui survivent sans vaccin et avec une prise en charge sanitaire qui était un petit peu absurde. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est déjà une maladie qui est pas très grave, mais qui encombre le système de santé. On parle du choix de la manière de prendre soin de sa propre santé. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu de telles dispositions pour un vaccin. Mais on parle surtout de nos droits individuels, à savoir comment nous décidons de vivre notre vie, comment nous décidons de nous soigner. C'est incroyable. Comment des êtres peuvent perdre leur temps de vie pour créer des lois pour asservir des citoyens? Eh bien, c'est OK. Moi, je décide pendant ce temps de travailler pour permettre à certaines de ces personnes de raisonner et de faire des choix en fonction non pas des conditionnements imposés, mais en fonction de raisonnements personnels qu'ils auront sur le sujet. Et si cela peut permettre un éveil de conscience et une meilleure spiritualité incarnée, alors j'aurai rempli ma mission de vie. Mais continuons. Ok, on a un vaccin miracle avec des garanties entre 70 et 94,5% suivant les entreprises qui se sont lancées dans la course de la vente du siècle. Car il faut tout de même comprendre qu'en termes de marketing, il n'y a pas mieux. C'est le jackpot. Et, je dirais même plus, c'est le jackpot assuré. Même si les résistants comme moi et certains d'entre vous ne se feront pas piquer, nous ne sommes qu'une toute petite minorité. Les autres, qui n'ont pas encore d'autres ressources intérieures, et qui veulent que la vie redevienne comme avant, et qui sont prêts à ingurgiter le vaccin par n'importe quel biais pour reprendre en fait le boulot, les achats en ligne, et participer par exemple au Black Friday, okay, ils n'ont juste pas ces ressources. Alors pourquoi le marketing est parfait? Quand on arrive à tout enlever à une personne, sa liberté, ses choix, son argent, son futur, et qu'on vient ensuite lui dire qu'on a la solution pour tout lui rendre, c'est le jackpot. Mais en tant que marketeur moi-même, avec des résultats plus que convaincants, je peux vous assurer que cette méthode bat tous les records. Et c'est bien celle-ci qui est mise en place depuis mars. C'est d'ailleurs pour ça que ça traîne en longueur.
En avril, je vous l'annonçais déjà que ça traînerait jusqu'au vaccin. Alors, il y a qui? Il y a Pfizer, Moderna, AstraZeneca, GSK, Inovio, Cansivo, Sanofi, MSD, J&J et CureVac. Ce sont les 10 élus qui se battent sur un marché ultra juteux dont les produits et l'acheteur, c'est vous. Et oui, l'humain est devenu un produit de consommation. Et c'est le seul produit au monde où l'acheteur est aussi le produit. L'humain est devenu une matière première commerciale. Mais en vrai, ce n'est pas l'humain, la matière première, mais sa faculté de raisonner et de se positionner face à la souffrance, à la peur et à la mort. Car ce qu'on vous vend, c'est un rêve anti-mort. Le vaccin, c'est juste un rêve anti-mort, anti-maladie. Mais c'est juste un rêve, car de toute manière, vous allez mourir. De ces 10 élus, il y a Pfizer avec un vaccin qui a montré 90% d'efficacité et Moderna avec un vaccin qui a montré 94,5%. Et ces 2 élus sont en train de prendre la tête. Donc si vous voulez miser sur 2 outsiders, c'est Pfizer et Moderna. Allô Guélux, Cognac G, je rends l'antenne. Et ça, Mike Ryan l'a dit, c'est le patron, le directeur exécutif du groupe sur les maladies émergentes à l'OMS. Il nous dit, il y a pire qu'un mauvais virus, c'est un mauvais vaccin. Parce qu'en fait, il s'agit justement d'aller sur des personnes saines et qui vont bien. Et vous devez être à un niveau de sécurité maximal parce que vous ne devez pas rendre malade des gens qui sont pas malades. Donc là, il y a une vraie question à se poser. Et le problème, c'est que la science a été en partie cassée comme outil à dire la vérité, comme boussole à dire le Nord. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Kamran Abbasi, qui est le patron du BMJ, le British Medical Journal, qui fait un éditorial où il dit « Covid-19, politicization, corruption and suppression of science ». Et il parle spécifiquement des vaccins, en disant qu'on va avoir un problème à savoir réellement quels sont les effets secondaires ou pas. Mais voilà, c'est un vaccin contre quoi en fait? Car il y a des variantes du Covid-19. Et celui qui circule actuellement n'est qu'une variante. Du coup, il n'y a donc pas qu'un seul virus qui circule, mais plusieurs. D'ailleurs, j'ai un scoop pour vous. Il y a des millions de virus qui circulent, et pas juste la Covid-19, 20 ou 21, et puis tous les autres de la même famille du coronavirus. Donc si on commence à vivre ainsi, pour chaque virus qui circule, je vous laisse imaginer l'avenir. Et la Terre deviendra le Virusland, la planète où les humains pataugent. Professeur Didier Raoult, où en est la circulation du virus? Quelle est la cinétique de l'épidémie actuellement? Pour ce que nous voyons nous, mais aussi pour ce que je lis qui se passe en France et en Europe, comme d'habitude, comme j'ai toujours pensé, cette maladie étant nouvelle, elle est imprévisible, et donc le pire n'est pas sûr. Et donc on voit que dans la deuxième épidémie, celle que nous voyons actuellement, il y a eu deux poussées épidémiques qui pour nous correspondent à des variants nouveaux. On vient d'ailleurs d'avoir notre première publication sur les réinfections avec 2 variants nouveaux, le variant de la première épidémie et un variant de la deuxième épidémie qui s'appelle le 4, qui est celui qui circule le plus actuellement. Et donc la première bosse que l'on voit ici, c'était essentiellement ce qu'on a appelé le variant Marseille 1. La deuxième bosse que l'on voit essentiellement, c'est ce qu'on appelle le variant Marseille 4. Qui chacun a fait leurs épidémies, font leur épidémie et donc amènent au fait qu'on ait plusieurs sauts comme ça et qu'on ait quelque chose qui est plus en taux ondulé qu'en courbe de Gauss, comme on avait l'habitude de le voir quand il y a un seul virus qui circule. Et donc, en réanimation, les hospitalisations n'augmentent plus, en hospitalisation non plus, et en nombre de diagnostics qui sont réalisés, ça diminue. Sur l'observatoire que nous voyons, donc on a plutôt l'impression que la situation s'améliore. Elle a commencé à s'améliorer, vous voyez, avant le confinement direct, ce qui devrait amener à une réflexion associée au fait que la mortalité est modérée et ne touche essentiellement, si on s'occupe des patients, que des gens qui ont une espérance de vie extrêmement faible, avec quelques exceptions comme peut-être des anomalies génétiques, qu'il faut arrêter de dramatiser cette épidémie, il faut se calmer. Moi je suis très
étonné de voir cette excitation, cette peur généralisée. Je dis depuis le départ que ce qui m'inquiète, c'est la peur. Je pense qu'on a excité les gens, à les terrifier, on leur fait avoir des comportements qui sont des comportements inacceptables. On sort d'un état social normal du fait de l'anxiété extrême que l'on développe à partir de la peur de cette maladie qui ne va pas détruire l'humanité, ni réduire de manière sensible l'espérance de vie dans ce pays. Donc il faut se calmer, il faut traiter de cette maladie normalement, il faut mettre en place les outils pour pouvoir diagnostiquer et soigner ces gens, mais il faut arrêter de manier la peur à ce niveau parce que la société va exploser si on continue comme ça. Donc il faut se calmer, il n'y aura pas des centaines de milliers de morts, des millions de morts, il faut s'arrêter. Alors pour conclure, on a une pandémie qui n'existe plus depuis le mois de mars, mais ça, on le sait déjà. On a d'autres épidémies qui pointent leur nez, mais comme chaque année. Au passage, une épidémie, ce n'est pas dramatique. Dans ces crises épidémiques, seules les personnes les plus fragiles et en fin de vie en meurent, et quelques cas très rares et exceptions. Ces épidémies proviennent de variantes différentes de coronavirus et non de la source épidémiologique initiale du mois de mars. On a aussi maintenant de l'autre côté les Big Pharma qui se jettent dans une lutte sans merci pour la vente du siècle d'un vaccin pour un virus pour lequel les traces deviennent presque nulles. On a aussi des personnes qui ne savent plus quoi faire, totalement perdues, et qui seront prêts à se faire vacciner, même si dans le vaccin, il n'y a que de l'eau. Et tout ça, pourquoi ? Pour reprendre un semblant de vie. Et en parallèle, on a des pays qui mettent en place des dictatures et des sanctions très fortes pour imposer la vaccination. Et quand Macron vous dit qu'il ne rendra pas la vaccination obligatoire, il vous ment tout simplement. Elle le sera par voie de cause à effet, en utilisant des biais alternatifs. Donc voici quelques exemples. Tout d'abord, sachez que la proposition de résolution numéro 3475 pour l'accès universel rapide et équitable du vaccin contre le Covid-19 est déposée à l'Assemblée nationale. Et voici le détail complet de l'article que je vous lis. Considérant que la seule façon d'éradiquer définitivement la pandémie du Covid-19 est de disposer d'un vaccin qui puisse être administré à tous les habitants de la planète, qu'il s'agisse de pays riches ou de pays pauvres, de pays en guerre ou en paix, qu'ils aient pu contribuer ou non à la recherche dans ce domaine, estimant que l'efficacité d'une campagne de vaccination repose sur son universalité et son faible coût, voire sa gratuité, considérant que les annonces de financement public destinées à la recherche et au développement d'outils de diagnostic, de traitement et de futurs vaccins pour endiguer la pandémie de Covid-19 se multiplient depuis le début de la crise, considérant que la recherche de développement dans le biomédical dépend beaucoup d'investissements publics ou caritatifs, attribués notamment à des entreprises privées, considérant que sans conditions claires, les résultats d'une recherche fondamentale menée par des établissements publics et financés par l'État pourraient bénéficier sans contrepartie aux firmes pharmaceutiques qui souvent rachètent les droits, développent le candidat et commercialisent le cas échéant, considérant qu'il n'existe encore aucune quantification des investissements publics alloués chaque année en France et à la recherche et au développement dans le domaine biomédical, considérant qu'aucune traçabilité des investissements sur les politiques industrielles pharmaceutiques n'est disponible, considérant que les menaces d'une accessibilité limitée aux futurs produits de santé issus de la recherche et développement public sont en effet fondées, considérant qu'une transformation de ces pratiques est plus que jamais nécessaire pour que l'allocation d'aides publiques permette une politique ambitieuse et globale de lutte contre l'épidémie en réponse aux besoins de la population et non à la recherche de profit, proclame que, face à une pandémie, la réalisation d'un vaccin est un défi prioritaire pour la communauté internationale et que l'égalité dans l'accès au vaccin est un droit humain fondamental et imprescriptible. Invite le gouvernement à proposer, au travers de l'Organisation mondiale de la santé, un dispositif adéquat en vue de racheter le brevet du futur vaccin de manière à le rendre accessible à toute l'humanité et, le cas échéant, à indemniser raisonnablement les investissements privés consacrés à sa recherche. Propose au gouvernement d'établir et de transmettre chaque année au Parlement une évaluation chiffrée des politiques publiques menées en matière de recherche et développement dans le domaine biomédical.
suggère au gouvernement d'établir la transparence et aide au financement public destiné à l'industrie pharmaceutique en rendant effectif l'accès aux données publiques en la matière. On ne peut être plus clair là-dessus, en tout cas sur les intentions de ces députés qui ont tout simplement pondu cette proposition. Et comment vont-ils obliger le vaccin? En réduisant les libertés, en empêchant de voyager à l'étranger par exemple, si vous n'êtes pas vacciné. Ici, vous avez la compagnie aérienne Qantas qui a déjà annoncé ses intentions de vaccination obligatoire pour prendre leur avion. Et d'autres compagnies ou États vont sûrement y venir aussi pour la simple et unique raison que nous vivons dans un monde globalisé, où tout le monde doit faire comme tout le monde. Et cette raison n'est pas le soin des citoyens, mais la perspective d'une reprise de tourisme dans le monde de demain. Donc, je dirais que les intentions de ces vendeurs de médocs, de destructeurs de vie, c'est la marche pour la repollution, pour la resurconsommation, pour la resurdéforestation, et encore, et encore, et encore. Mais en fait, c'est juste l'histoire qui se répète, n'est-ce pas? À ce sujet, je vous invite à regarder ma vidéo sur le monde étrange dans lequel nous vivons. Alors, ma position dans tout ça, je pense que vous la connaissez, mais je vais la redonner pour garder ma transparence envers vous. Personnellement, je n'utilise aucun vaccin et n'en utiliserai pas. Si je dois arrêter de voyager par l'avion, eh bien, c'est OK. Je pars d'ailleurs pendant 1 mois en décembre et je ne prends pas l'avion, mais la voiture. Et je vais traverser plusieurs îles avec la voiture et en bateau pour arriver à destination. Alors, au lieu de faire le trajet en 2 heures, je vais mettre 3 jours. Mais c'est ça aussi, revenir à l'essence de la vie. C'est tout simplement savoir prendre le temps de vivre et arrêter de vouloir aller vite. Ensuite, si pour vous, la seule issue de retour à une vie heureuse et de paix, c'est la vaccination sans avoir aucune garantie qu'elle éradique une maladie que vous n'avez pas encore, un peu comme, je dirais, un agent d'assurance qui vous vend du au cas où et du si on ne sait jamais. Bref, de la spéculation. Si vivre avec les éléments de la nature qui nous entourent, comme les virus, les bactéries, animaux, est devenu tout simplement impossible, si votre nature de mortel vous empoisonne à ce point et si la peur de mourir est présente en vous, je dirais que c'est OK de vous faire vacciner. Et que vous n'avez pas encore trouvé, je dirais, les ressources nécessaires en vous pour vivre dans un autre état d'existence qui vous élèverait au-dessus de ces spéculations sur un futur qui n'existe pas et qui tente à supprimer quand même toute relation humaine avec son monde environnant, qui tente à stériliser le monde dans lequel on vit. Dites-vous juste quand même qu'il existe d'autres manières de vivre et de voir le monde. Et dans ces espaces, vous pouvez trouver la paix et vivre en paix avec nos amis les animaux, les virus, les bactéries et aussi les humains. Et si vous voulez avoir une image de notre monde aujourd'hui, alors regardez ça.